Très bien, bonjour à tous, tous ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer dans cette salle puis à Brest. L'objet de cet exposé en fait est de vous parler en fait d'apports du BRGM, d'études en fait qui permettent d'amener des éléments de compréhension à l'évaluation des temps de transfert, des temps de réponse pardon, dans les bassins versants. Donc moi personnellement je suis hydrogéologue et je travaille donc dans la thématique des eaux souterraines à la direction régionale Bretagne à Rennes. Alors le BRGM intervient dans différents domaines d'intervention tout autour en fait du cycle de l'eau que vous avez représenté sur cette diapositive. Alors vous avez toutes les informations sur la pluie qui tombe à la surface du sol, est-ce qu'elle ruisselle, est-ce qu'elle s'infiltre dans le sous-sol. Quelles sont les capacités conductrices du sous-sol? Est-ce que les roches conduisent les eaux souterraines de la même façon? Le calcul des volumes d'eau souterraines présentes sous nos pieds. Quelle est la participation de ces eaux souterraines au débit des rivières, puisqu'il y a des relations permanentes? Et connaissant ces participations et ces temps, quels sont les temps de renouvellement ou les temps de transfert, les temps moyens de résidence, pour reprendre la définition de ce temps. On travaille également sur les phénomènes d'inondation par remontée de nappe et on s'intéresse aussi à la qualité de l'eau, de surface et qualité de l'eau souterraine pour justement essayer d'expliquer ces variations et en quoi les circulations souterraines amènent des variations de concentration dans les rivières. Alors cette thématique des eaux souterraines, évidemment, elle va avoir une influence forte dans l'estimation des temps de réponse des bassins versants. Donc c'est pour ça que j'ai repris la diapositive des fiches du CSEB de 2005. Alors mon objectif va être de vous présenter rapidement 5 projets à peu près. Et sur ces 5 projets, en fait, je vais vous parler de différents apports qui peuvent vous donner des éléments pour estimer les temps de réponse des bassins versants. Alors le premier projet parle de Silure. Alors Silure, c'est un projet qui nous intéressait de 2002 à 2008. Alors Silure, c'est un acronyme comme système d'information pour la localisation et l'utilisation des ressources en eau souterraine. C'est un projet qui a mobilisé une grande partie des interlocuteurs régionaux, ce qui témoignait de son importance. Il s'est décomposé en 3 volets. Un volet régional qu'on a appelé de façon originale Silure Bretagne, un volet sur des bassins versants et la mise en place d'un réseau de suivi des niveaux de nappe. Donc je parlerai des 2 premiers volets, du volet régional et du volet sur les bassins versants. Donc notre objectif dans ce projet était d'améliorer les connaissances sur les eaux souterraines, avoir des éléments pour les localiser sur la région Bretagne et avoir des pistes également sur la protection et l'utilisation de ces ressources. Alors je reprends le schéma conceptuel des aquifères de socle qu'a présenté Luca Chilina. Sur ce schéma, je voudrais juste compléter qu'en fait, on considère effectivement 2 réservoirs capables de contenir de l'eau dans le sous-sol. Donc ici, vous avez une coupe de sous-sol d'environ une centaine de mètres de profondeur. Entre donc la zone de plateau et ici la rivière que vous avez en contrebas. Donc ces deux roches en fait, ce sont les roches altérées. Donc ces roches altérées agissent plus sous le rôle en fait d'une éponge capable d'absorber l'eau de pluie et ensuite la transmet à la zone qui est juste en dessous, qui est l'horizon fissuré. Vous avez juste en dessous et cette zone de l'horizon fissuré permet plus une circulation des eaux souterraines. Donc c'est là où se fait la plus grande partie de circulation. Alors au niveau du projet Silure Bretagne, notre objectif était de calculer l'épaisseur de ces réservoirs, l'épaisseur des altérites et l'épaisseur de l'horizon fissuré, et de connaître leur transmissivité, c'est-à-dire la vitesse de circulation des eaux souterraines. Donc ça, c'est le premier rond rouge que vous voyez sur la diapositive. L'autre rond rouge sur la droite, en fait, c'était un travail sur la participation des eaux souterraines au débit des rivières. Donc c'est les 2 volets que je vais vous présenter. Donc le premier, pour répondre au premier volet, l'épaisseur des aquifères et leur transmissivité, on s'est basé sur les déclarations de forage réalisées au titre du code minier. Donc tous les forages principalement d'eau en Bretagne qui dépassent 10 mètres de profondeur sont déclarés et sont recensés dans la banque de données du sous-sol disponible sur un site internet qui s'appelle Infoterre que vous pourrez consulter.
Alors sur cette diapositive, on a représenté à peu près la moitié des points déclarés, qui sont environ là, on a environ 12 000 points. Sur ces 12 000 points, c'est des informations qu'on a décortiquées, qu'on a regardées à la loupe, et qui comportent des éléments sur la profondeur du forage, le débit qu'on a récolté en forage, parce qu'en fait la méthode de forage utilisée en Bretagne souffle de l'air, et donc ça nous permet de remonter de l'eau, et on a des arrivées d'eau à différentes profondeurs. Et le dernier point, donc, c'est la coupe géologique décrite par l'entreprise de forage. Donc c'est tous ces éléments qu'on a décortiqués. Alors ici, une petite diapositive pour vous montrer quelle est la population des forages qu'on a regardé. Donc tout en haut, un histogramme des gammes de profondeur, et tout en bas, un histogramme des gammes de débit. Donc tout en haut, vous voyez qu'en fait les forages bretons renseignent principalement la tranche 0-100 mètres. Et tout en bas, vous voyez qu'on a des débits assez faibles par rapport à d'autres zones françaises, notamment les aquifères sédimentaires. Et on a des débits qui varient entre 0 et 20 mètres cubeurs. Donc ces forages, on a regardé en fait quelles zones ils recoupaient. Sur ce schéma, vous avez une représentation en rose des roches altérées, en orange des roches fissurées, et en rouge de la partie saine, la partie dure en fait, où il n'y a pas d'eau. Donc les différents forages sont représentés par des bâtons bleus, et vous voyez en fait suivant ce qu'on recoupe, on les a appelés A comme altérite, F comme fissuré et S comme sain. Donc grâce à ces informations-là, on a reconstitué par modélisation, par crigeage, l'altitude du contact entre la roche altérée et la roche fissurée, et on a fait de la même façon le contact entre la roche fissurée et la roche saine. Donc ces informations nous ont permis de représenter sur l'ensemble de la Bretagne, à l'échelle du 250 millième, une carte d'épaisseur des altérites. Donc vous voyez que les altérites ne sont pas présentes partout. Donc il n'y a pas cette zone d'éponge, cette zone capacitive dont je vous parlais tout à l'heure, qui récolte les eaux de pluie. Elle n'existe pas partout. Donc cette carte en fait a un intérêt aussi, c'est pour dire que ces altérites existent ou n'existent pas, suivant le bassin versant sur lequel vous vous situez. Et si ces altérites sont présentes, il va y avoir donc un transfert de l'eau de pluie dans cette zone altérée qui va augmenter le temps de réaction des bassins versants. Donc c'est un critère à prendre en compte pour estimer le temps de réaction des bassins versants. Le deuxième élément, c'est une carte à laquelle on a abouti dans le cadre de ce projet-là, en fait, qui représente en fait le débit de l'horizon fissuré. Donc la zone qui est en dessous des altérites. Donc là, vous voyez en fait une carte sur un fond de formation géologique. Les formations géologiques ne conduisent pas de la même façon les eaux souterraines. Et sur cette carte, en fait, vous voyez que plus la formation géologique est bleue ou bleu clair, plus la vitesse de circulation va être rapide, et plus la zone étant orange ou rouge, plus la vitesse de circulation va être lente. Donc c'est une carte aussi qui va nous donner des indices sur le temps de réaction des bassins versants, mais il faut garder en tête l'utilisation de cette carte avec la précédente. En fait, on utilisera cette carte dans les zones où il n'y a pas d'altérite, où on est directement en contact avec le fissuré, et on pourra voir s'il réagit plus ou moins vite. Ensuite, deuxième type d'information, donc on a travaillé sur la participation des eaux souterraines au débit des rivières. Pour cela, on s'est basé sur les débits mesurés par l'Adréal Bretagne au niveau de la cellule hydrométrie, donc sur une centaine de stations sur la Bretagne, et nous avons travaillé en fait via un modèle global, c'est-à-dire en fait sur lequel en fait on considère le bassin versant comme un tout et on lui injecte une seule information et on regarde ce qui se passe en sortie. Donc les éléments d'entrée du modèle, ce sont les éléments de pluie et d'évapotranspiration potentielle, et l'élément de sortie, ça va être donc la reconstitution d'un débit de rivière. Une fois qu'on a reconstitué le débit de rivière, on le compare au débit mesuré, et une fois que que la correspondance est obtenue, le modèle est calé. Alors on a travaillé sur un modèle à réservoir. Le réservoir le plus en surface représente le sol. Le réservoir juste en dessous présente la répartition entre le ruissellement et l'infiltration. Et les deux réservoirs les plus profonds représentent en fait la roche altérée et la roche fissurée. Donc sur ce modèle, en fait, vous voyez différents paramètres de calage.
Alors je détaillerai pas la totalité des noms, mais vous voyez qu'en fait c'est plutôt vis-à-vis des caractéristiques des réservoirs, leur capacité de remplissage et aussi leur vitesse de vidange. Alors les vitesses, donc tout ce travail nous a permis d'estimer la participation des eaux souterraines au débit des rivières sur 70 bassins versants en Bretagne, et il nous a également donné des éléments sur l'inertie du milieu souterrain qu'on a utilisé vis-à-vis des deux paramètres de calage en fait des réservoirs souterrains, c'est-à-dire en fait leur temps de demi-vidange, c'est-à-dire le temps au bout duquel la quantité d'eau diminue de moitié. Donc on a fait la somme en fait de ces deux temps de demi-tarissement et on l'a représenté sur cette carte de synthèse qui représente l'inertie du milieu physique souterrain. Alors c'est une carte qui ne prend pas en compte la réponse du sol, mais qui prend en compte la réponse uniquement souterraine. Donc sur cette carte, on a des éléments, en fait, des indices pour approcher, avoir un ordre de grandeur ou une tendance, une comparaison entre bassins versants, des temps moyens de résidence. Les bassins versants qui sont en rouge ou orange auront une inertie forte, voire très forte, c'est-à-dire que les temps moyens de résidence seront plus longs, et les bassins versants en bleu clair ou en bleu foncé ont une inertie plus faible, et donc les temps seront moins longs. Donc ce sont des cartes régionales à l'échelle du 250 millième qui donnent des tendances, mais vous me direz c'est bien beau, mais il n'y a pas de valeur exacte, il n'y a pas d'années qui sont annoncées. Alors c'est pour ça qu'on a travaillé sur un projet du type silure bassin versant où on a fait un zoom de l'étude régionale appliquée à des bassins versants en Bretagne. Je vous les présente sur cette diapositive, il y en a 12. C'est des bassins versants de superficies différentes qui n'ont pas été choisis au hasard. Il y avait un certain nombre de critères scientifiques et de besoins d'acteurs locaux. Choisis dans des formations géologiques différentes, dans des granites, dans des schistes, dans des gneiss, dans des micaschistes. Et on a regardé un petit peu ce qui se passait pour calculer les volumes d'eau, pour arriver à l'estimation des temps moyens de résidence. Alors comment on s'y est pris? En fait, on a calculé le volume présent donc dans la roche altérée, donc toute cette partie bleue, l'eau présente dans la roche altérée et dans la roche fissurée. On s'y est pris en fait en décomposant le bassin versant par petits carrés de 50 mètres sur 50 mètres. Et sur chacun de ces carrés, on a estimé l'épaisseur de la roche altérée, l'épaisseur de la roche fissurée. Donc on s'est servi des données régionales et on est allé sur le terrain faire tout un tas de campagnes pour calculer ces épaisseurs. Ensuite, on a reconstitué le niveau de nappe moyen pour savoir quelle était l'épaisseur de roche mouillée. Et grâce à des méthodes géophysiques, par résonance magnétique protonique, on a estimé les teneurs en eau des roches. Donc c'est ce que vous voyez sur l'histogramme, là en vert et en bleu, sur cette partie-là. Ensuite, connaissant l'épaisseur des roches et leur porosité, en fait la taille, l'espace de vide qu'il y a dans la roche, on a pu calculer la lame d'eau, c'est-à-dire la quantité d'eau qu'on peut retirer de la roche. Alors pour vous prendre un exemple, si je prends 100 mètres de roche mouillée et que j'ai 1% de porosité, je serai capable d'extraire 1 mètre d'eau. C'est à peu près ça pour vous prendre un exemple. Alors le souci de cette méthode, qui est néanmoins assez en pointe puisqu'on est capable de calculer ces volumes d'eau, c'est qu'en fait la profondeur d'investigation est limitée à 50 mètres. Donc ce qui veut dire qu'on va calculer des volumes, mais on ne calculera pas forcément la totalité de ces volumes. Alors, comme je vous l'ai dit, ça nécessite un certain nombre de mesures sur le terrain. On passe sur le terrain, regarder où sont présentes les altérites. On fait des trous à la tarière pour savoir quelle est l'épaisseur des roches. Et on injecte du courant, en fait, des méthodes géophysiques pour connaître la teneur en eau des roches. Alors, à la fin de cette étude, on aboutit à ce type de carte. Ici, c'est un exemple sur le bassin de Livelle à l'amont de l'Oya. Donc, sur cette carte, vous avez une représentation des volumes d'eau. Plus c'est bleu, plus il y a de l'eau. Et plus c'est vert, moins il y a d'eau. Donc, vous voyez que la répartition des volumes d'eau est différente suivant les formations géologiques. Et sur ce bassin, on a estimé qu'il y avait environ 11 millions de mètres cubes. Donc, c'est une cartographie plus détaillée, puisqu'elle est à l'échelle du 50 millième, par rapport à celle tout à l'heure du 250 millième. Et je vous ai parlé tout à l'heure en fait de l'estimation de la participation des eaux souterraines au débit des rivières. Là, je vous représente un volume et tout à l'heure, on a estimé un débit, une participation des eaux souterraines au débit des rivières.
connaissant le volume et le débit, on est capable d'approcher des temps de résidence. Alors ces temps, comment on s'y prend? On fait un rapport du volume souterrain sur le débit qui s'écoule à la rivière, et on additionne un temps de circulation de l'eau dans la zone non saturée, c'est-à-dire entre le sol et la nappe. En additionnant ces deux temps, on est apte à vous présenter ces résultats sur les temps moyens de résidence. Donc ces temps moyens de résidence estimés sur ces 12 bassins versants varient entre 2 et 8 ans. Donc ils sont variables suivant les caractéristiques des bassins versants, l'épaisseur des formations géologiques, leur vitesse de circulation, la quantité de pluie aussi qu'on apporte. Donc c'est assez variable, mais ça peut donner en fait des éléments chiffrés. Alors ensuite, je passe sur une autre étude qui nous a amené en fait à travailler sur les bassins versants en contentieux européens sur lesquels en fait il y avait des soucis de teneur en nitrate dans les rivières qui dépassaient 50 mg par litre. Donc c'est un projet qu'on a mené pour l'État français et pour la préfecture de région en compagnie de l'INRA sur 9 bassins versants au nord de la Bretagne. Donc on s'est servi des connaissances du projet Silure, et là notre demande en fait était de voir quelle serait la concentration en nitrate dans les rivières si on diminuait d'un tiers les apports organiques et minéraux au niveau des bassins versants. Donc nous avons travaillé avec un modèle de traitement du signal apte à répondre assez rapidement à la question, et nous avons échangé des informations avec les modèles plus déterministes ou agrohydrologiques de l'INRA. Alors, pour vous expliquer, en fait, donc on a travaillé sur un modèle de traitement du signal. Donc on a cherché à corréler un signal d'entrée avec un signal de sortie par des fonctions mathématiques. Alors je vais peut-être pas forcément rentrer dans tout le détail, mais vous voyez qu'en fait on fonctionne par différentes boîtes. Et on regarde quel est le signal d'entrée et le signal de sortie. Une fois qu'on a trouvé la correspondance, on arrive à répondre à la question. Alors il y a un calage entre la pluie qui tombe et le niveau de la nappe, la pluie qui tombe et le débit de la rivière, la minéralisation du sol, la partie d'apport d'azote, la partie d'exportation par les plantes, et une fois qu'on met en chaîne tous ces signaux, on arrive aux concentrations en nitrate dans la rivière. Alors voici ce que donne le modèle calé. Ici un exemple sur le bassin versant de l'Arguénon, au niveau du débit de la rivière sur la gauche et au niveau des concentrations en nitrate sur la droite. Donc une fois que le modèle est calé, on a lancé des scénarios de simulation d'une réduction d'un tiers des intrants azotés. Cette étude nous a permis de donner des réponses sur les 9 bassins versants, savoir s'ils passaient sous la barre des 50 mg par litre ou pas. C'était le cas pour 2 bassins versants. 3 bassins versants avaient quelques pics qui dépassaient encore, et 4 bassins versants restaient largement au-dessus des 50 mg par litre. Alors pourquoi je vous parle de cette étude? C'est qu'il y a eu un travail de modélisation qui nous a amené à, outre faire un rapport conjoint et des résultats scientifiques avec l'INRA, amener des éléments sur des temps de réaction, des vitesses de réaction des bassins versants. Et vous voyez qu'ici, en fait, le modèle de traitement du signal donnait des réponses courtes de l'ordre du mois à 4 mois. On pourra en rediscuter. Ensuite, troisième étude, je vous ai parlé à peu près de 5 études. Donc la troisième étude, en fait, c'est un travail sur les temps de résidence basé sur les outils de datation. Donc là, je serai très rapide puisque Luca Quilina focalisera sa présentation dessus. Mais sachez qu'il y a donc des âges différents suivant les compartiments hydrogéologiques qu'on échantillonne, la roche altérée, la roche fissurée. Alors ce travail a été décliné également sur tout le bassin Loire-Bretagne en 2009. Alors là aussi je ne le présenterai pas, mais sachez qu'il y a eu un poster de réalisé et présenté aux rencontres ateliers du CRECEB en juin 2013. Donc si vous voulez du détail, vous pourrez vous rapprocher de ce poster. Alors sur cette étude, alors ça sera je crois mon dernier point. On a travaillé en fait sur un petit bassin versant à côté de Saint-Brieuc, le captage de la ville Héliot sur la commune de Plouran. Donc c'est une source qui est captée et on a cherché à comprendre en détail ce qui se passait au niveau du bassin versant de cette source. Donc on a modélisé les transferts nitrates dans les eaux souterraines, on a suivi
à un pas de temps mensuel l'évolution des temps moyens de résidence. Et on a fait également une modélisation agro-hydrologique avec le logiciel BICH. Alors, première diapositive. Ici, sur ce graphique, vous avez une représentation vis-à-vis des petites croix bleues du temps moyen de résidence qui varie entre 7 et 17 ans sur ce bassin versant. Donc, c'est l'échelle, les ordonnées à gauche. Et sur les ordonnées à droite, vous avez la hauteur d'eau mesurée dans un piézomètre, donc dans un forage où on peut mesurer en continu la profondeur de la nappe. Alors ici, c'est une représentation en colonne d'eau. Donc, quand la hauteur d'eau est forte, le trait noir va vers le bas. Ça veut dire qu'en fait, on se situe en hautes eaux. Et quand le trait noir est vers le haut, on a une petite hauteur d'eau, ce qui veut dire qu'en fait, la nappe est basse. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que lors des hautes eaux, le temps moyen de résidence est plus faible, est de 7 ans. Et quand on passe sur des basses eaux, on voit que ce temps moyen de résidence augmente à 17 ans. Donc vous voyez qu'il est très variable. Et là aussi, il y a une explication vis-à-vis de la participation des eaux souterraines des différents réservoirs qui alimentent la source, soit de la roche altérée, soit de la roche fissurée. Et suivant les apports de ces différents réservoirs, le temps n'est pas le même. Alors ensuite, je vous ai parlé d'une modélisation. Alors ça, c'est un troisième type de modélisation. C'est une modélisation qu'on a fait aussi par réservoir, une réponse globale. On a travaillé en fait également par réservoir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec le modèle global avec les 4 réservoirs, sauf qu'en plus, en termes de réservoir, on a rajouté la partie sol. C'est quasiment la dernière diapositive. Donc, on a regardé aussi ce qui se passait au niveau du sol en termes d'application d'azote, organique, minéral, les besoins de la plante, la minéralisation du sol. Et ça nous a permis de caler en fait un modèle. Alors c'est ce que vous avez tout en haut. Tout en haut à gauche, vous avez le calage du niveau de la nappe. Et tout en haut à droite, vous avez le calage des concentrations. Donc en vert, ce sont les concentrations mesurées au niveau de la source. Et en orange, les concentrations simulées par le modèle. Une fois que le modèle est calé, on peut lancer des scénarios de pratiques agricoles. Donc là, on en a lancé 3. Le premier scénario, en fait, est une continuité des mesures. C'est ce qu'on voit en orange. En jaune, c'est un scénario où on applique des années très pluvieuses, où on draine un peu le système. Et le signal en bleu, en fait, c'est un scénario où on abandonne les mesures et on revient aux pratiques agricoles des années 90. Donc vous voyez qu'en fait, suivant les pratiques, il y a des signaux différents. Alors je vous parle de ça parce que ça nous donne des éléments aussi sur ce petit bassin versant de cette source, où les teneurs en nitrate étaient quand même également assez fortes, entre 40 et 100 mg par litre. Les temps de réaction étaient de 2 ans. Et le temps de mise à l'équilibre, qui, comme on vous l'a dit tout à l'heure, est très difficile à appréhender, là vous voyez, dépasse 17 ans. Donc voilà, j'en ai terminé. Alors juste pour terminer, donc insister encore une fois pour vous dire que le sous-sol et les aquifères, c'est très très loin d'être un réservoir homogène et un mélangeur parfait. J'espère vous l'avoir montré, puis je pense que les exposés en introduction le montraient bien. Et sur cette diapositive, j'ai juste repris en vert les éléments présents dans les fiches du CSEB, et en bleu ce que pouvait apporter le BRGM en termes de complément de ces fiches. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai toujours la question. J'ai l'impression que dans la présentation, vous faisiez plus le lien entre le passage d'un compartiment à l'autre. Alors tout à l'heure, on avait des compartiments qui semblaient indépendants. Et du coup, quelle est la part d'un compartiment, du compartiment altéré qui passe vers le compartiment fissuré ou fracturé, je ne sais pas comment vous l'appelez vous. Je ne sais pas si Luc, tu veux... Tout à l'heure, j'avais l'impression que voilà, ce qui était... peut-être expliquer. Plus on était haut en topographie, plus ça partait vite. Enfin, il y a une partie qui verticalement va vers le bas, mais du coup, quelle est la... Enfin, est-ce qu'il y a un passage... oui, il y a un passage successif entre les différents compartiments, et quelle est... J'essaie de reformuler, c'est-à-dire que tu poses la question du fait que on a des modèles où on représente des compartiments qui s'écoulent de l'un dans l'autre verticalement, voilà, alors qu'on en a une représentation physique qui est plutôt latérale. Donc, est-ce que c'est un problème en fait de représenter verticalement quand le transfert se fait en fait et verticalement et latéralement?
Alors, ce qu'il faut rappeler, en fait, c'est que au niveau de notre démarche, en fait, on cherche à s'approcher, en fait, de la réponse du sous-sol, qui, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, est, je pense, être la réponse la plus lente, en fait, la plus lente. Donc, c'est ce qu'on cherche aussi à appréhender. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps moyen de résidence, comme on l'a bien défini tout à l'heure, en fait, est une moyenne, est une intégration de tous les circuits de circulation de l'eau. Donc ces systèmes à réservoir, bien qu'étant effectivement, comme on l'a bien vu, très décomposés d'un point de vue vertical, se mélangent l'un dans l'autre. Donc il y a ce mélange. En fait, le débit de la rivière qu'on essaye de reconstituer est un cumul en fait de la partie qui ruisselle, la partie qui sort des altérites et la partie qui sort du fissuré. Donc il y a bien ce circuit aussi horizontal dans ce schéma. Juste si je peux apporter un complément. Effectivement, on a tendance à faire une représentation où on met des couches et qui peuvent sembler plus ou moins indépendantes. Dans la pratique, le plus profond, forcément, ce qui va récupérer, c'est quelque chose qui est passé par les couches au-dessus. Donc, en théorie, les systèmes se vidangent les uns dans les autres. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement des transferts relativement horizontaux, notamment dans les horizons de surface, au moins à certains moments. Donc, c'est clair, il y a des moments, il y a des choses qui court-circuitent un peu, qui arrivent assez vite à la rivière, et c'est pas simplement du ruissellement de surface. Hein. On peut avoir des choses, c'est notamment un des schémas où je montrais la zone de battement de la nappe. On peut sans doute avoir des écoulements qui sont de l'ordre de l'année et donc qui court-circuitent, entre guillemets, le grand cycle de l'eau. Et même dans la partie plus profonde, il n'est pas complètement évident qu'on ait vraiment un espèce de transfert homogène de l'ensemble de la couche altérite, milieu fissuré, vers la partie profonde. Il y a sans doute des points de recharge particuliers, soit à l'échelle régionale avec des zones où on va avoir une zone de recharge plus dégagée topographiquement, ou des zones de faiblesse de la roche, etc. Sans doute c'est pas quelque chose d'homogène. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de réponse tout à fait claire et qu'on oscille entre des représentations comme ça un petit peu arbitraires. Est-ce que les périodes de forte pluviométrie bouleversent un peu tous font remonter peut-être des nappes plus profondes vers les zones... Oui, bien sûr. Il y a une variabilité temporelle et il y a certains processus qui vont se faire qu'à certaines périodes. Ouais. Oui, Gilles Pinet, j'avais deux questions. Est-ce qu'il y a possibilité de calculer le pourcentage respectif de l'eau qui va finalement dans les nappes profondes, de celle qui est dans les eaux de subsurface, de façon simple, ou est-ce qu'il y a des proxys qui permettent de l'estimer? Et la deuxième, est-ce que le bassin versant qu'on peut mesurer en surface par la topographie correspond-il vraiment à un vrai bassin versant hydraulique? Je veux bien commencer. Sur la première question, j'aurai 2-3 diapos dans mon exposé tout à l'heure pour dire que oui, on peut approcher au moins certains pourcentages des différents compartiments. Bon, là encore, c'est une méthode de calcul, donc elle repose sur des hypothèses. Enfin, Bruno en a présenté une aussi à l'instant. Il y a toujours des hypothèses derrière, donc il y a toujours une part d'incertitude, mais bon, au moins ça donne certains éléments. Et par rapport à la deuxième question sur le bassin versant souterrain, par rapport au bassin versant de surface, oui, c'est clair qu'il y a certains bassins versants, quand on les mesure, on voit bien qu'il y a des choses qui arrivent de plus loin. Patrick présentera tout à l'heure une modélisation sur un bassin versant dont on sait que, je sais plus combien, Ophélie doit savoir ça par cœur, il y a 20%, un truc comme ça. Quand on fait le bilan hydrologique du débit par rapport à ce qu'il y a dans ce qui tombe sur le bassin versant, il manque 20%, c'est ça? Ou il y en a 30. Et il y en a trop, pardon. Voilà, c'est l'inverse. Donc oui, il y a clairement des choses. Après, moi je sais pas si on est vraiment capable d'aller... Oh, pardon. Pardon. Par rapport à ça, je voudrais dire plusieurs choses. La première chose, c'est que pour appréhender ce système complexe, on fait des simplifications. Et donc on fait des catégories
on fait des compartiments, on fait des tas de choses comme ça. En fait, dans la réalité, tout se mélange et tout est continu. C'est pas, on n'a pas des tranches comme ça, comme des tranches de gâteau où on aurait un truc à la fraise, un truc au chocolat et tout ça. C'est le modélisateur. Voilà. Dans la réalité, tout ça, c'est des continuums. Donc, quand on met une limite, forcément, il y a une part d'arbitraire. Première chose. Deuxième chose, on s'est aperçu en hydrologie que les choses sont très compliquées quand on commence à regarder les solutés. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a fait en particulier des distinctions des différents types d'écoulement d'un point de vue quantitatif en regardant les vitesses de l'eau, les vitesses de variation du débit. En disant, si ça varie vite, c'est qu'on a un compartiment qui est très conducteur et un compartiment de surface. En fait, quand on a commencé à regarder la chimie de tout ça, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir des réponses extrêmement rapides au niveau du cours d'eau d'un compartiment dont la composition chimique est caractéristique d'un milieu très lent. Parce qu'il y a des histoires, c'est ce qu'on disait avec l'effet piston, avec les transmissions de pression, etc. C'est-à-dire même un compartiment avec un écoulement en théorie lent, à l'occasion d'une crue, et si on est proche de la rivière, et s'il y a des fissures au bon endroit et tout ça, il peut contribuer très rapidement. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas une réponse unique. On n'a pas la même réponse si on regarde que les quantités d'eau, que les débits, et si on regarde la chimie. Et c'est pour ça que des fois, ce sera un peu là, j'anticipe sur les conclusions de la journée, mais suivant ce qu'on regarde, suivant la façon dont on le regarde, on peut avoir des estimations qui sont relativement différentes. Et vos temps sont courts, et je suis surprise que vos temps sont courts, alors qu'en définitive, ça fait 15 ans qu'on a posé cette question, et je me dis, mais comment ça se fait qu'en fait, en essayant d'aborder ce compartiment profond, est-ce que c'est, voilà, où sont les incertitudes, où sont les doutes par rapport à ces temps, en fait? Je crois qu'on en reparlera tout à l'heure, hein, de tout ce qui est force, faiblesse, incertitude. Mais on en parlera. Les temps que vous annoncez sont en gros inférieurs à la dizaine d'années, quoi. En fait. Oui, c'est ça. Alors les temps qu'on annonce, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a une simplification aussi. C'est lié aux méthodes actuelles de réalisation des prospections géophysiques qui ne dépassent pas 50 mètres de profondeur. Donc on ne prend pas en compte 100 mètres ou 200 mètres d'aquifère, mais que ces 50 premiers mètres. Depuis 2011, la méthode a évolué et prend en compte 100 mètres. Donc ça amène des temps évidemment beaucoup plus longs que je n'ai pas présenté aujourd'hui. Donc il y a cette simplification. Néanmoins, on retrouve des temps quand même qui sont très longs sur la partie que j'ai présentée plutôt sur la fin, où il y a la modélisation en fait entre le transfert de masse et le transfert hydrologique. C'est-à-dire qu'en définitive, on a sous-estimé peut-être des compartiments à la fois profonds et peut-être même très superficiels au niveau de la matière organique. J'imagine en fait que c'est peut-être ces deux poules où on a quelque part été... Je voudrais juste revenir sur la question là, sur la cohérence entre le bassin versant de surface et le bassin versant souterrain, parce que c'est une question qu'on nous pose fréquemment et qui est très importante. Du point de vue du BRGM, en fait, nous on a une réponse... clair, en fait, on estime qu'il y a cohérence entre le bassin versant de surface et le bassin versant souterrain. Donc c'est une question qu'on nous a posée notamment sur un bassin versant qui était en contentieux, le bassin des Échelles, où ça venait d'ailleurs, je crois, Bertrand Guizard pourra le confirmer, en fait, des agriculteurs, qui c'était un argument pour eux de dire que en fait, leurs pratiques agricoles n'influençaient pas le bassin versant, puisqu'ils étaient à côté, en fait, ou qu'ils étaient sur le bassin versant. Et là, on a fait des mesures, en fait, en faisant des forages de part et d'autre de la ligne de crête, de la limite de bassin versant, et on a montré que les écoulements collaient avec ce schéma conceptuel, c'est-à-dire qu'en gros, ils suivaient la topographie. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, attention, mais je dis que le postulat de départ sur un bassin versant, c'est quand même de partir sur cette hypothèse où il y a cohérence.
en Bretagne sur des systèmes de bassin versant, sur du socle, juste comme ça, dès le moment où tu vas tomber sur des formations sédimentaires, parce que la carte là, des aquifères du bassin de la Vilaine s'arrête à la région administrative Bretagne. Si on avait tombé un petit peu plus au sud, on serait sur le bassin de Saffré. On sait très bien qu'on est dans un système karstique qui est qui est séquent sur deux bassins, des bassins sédimentaires différents. Et en Bretagne administrative. Pour compléter ça, et pour revenir à ce que vous a montré Luc tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a éventuellement discordance entre bassins topographiques et bassins hydrogéologiques quand on s'intéresse aux eaux très profondes. Mais ces eaux très profondes, on vous l'a montré, elles ont des âges qui ne sont pas compatibles avec la pollution nitrique. Donc, même si on a une certaine contribution d'eau profonde qui ne vient pas du bassin versant, c'est pas pour ça qu'on a une contribution en termes d'azote. La précédente, par contre, Jérôme Vassal de l'Elorn, est-ce qu'on a une idée de ce qui peut influencer le pourcentage relatif des différents compartiments, aussi bien au niveau quantitatif, je pense aux variations climatiques, mais aussi au niveau qualitatif, et là je pense à la pyrite de fer et au fait que l'oxydation du fer pourrait par exemple boucher des pores dans le sous-sol et amoindrir l'importance du sous-sol dans les transferts. Et on n'a pas trop évoqué justement l'importance de la recharge de la rivière, pas de l'eau dénitrifiée, vous ne l'avez pas trop évoqué. Alors, j'ai pas évoqué effectivement les réactions de dénitrification parce que mon temps était minuté volontairement. Néanmoins, vous avez tout à fait raison. Hein, c'est un phénomène. Alors là, je parlerai uniquement de la dénitrification autotrophe avec présence de pyrite dans le sous-sol, un sulfure de fer en fait qui se décompose et qui diminue totalement les teneurs en nitrate. C'est pour ça que j'ai le schéma sous les yeux. Là, en fait, c'est un phénomène qui existe dans l'horizon fissuré. Alors, c'est une réaction de dénitrification à mettre en parallèle avec ce qui se passe au niveau des zones humides. Donc, je parlerai uniquement de cette dénitrification sur la base de la pyrite. Vous pourrez compléter. Donc, c'est des phénomènes qui existent et je dirais qui diminuent totalement en fait les teneurs en nitrate dans l'horizon fissuré. Donc, on se retrouve avec des bassins versants où il y a un mélange entre la roche, l'aquifère des altérites qui est très chargé en nitrate et l'horizon fissuré qui comporte 0 nitrate. Et suivant les mélanges des uns et des autres, suivant les périodes de hautes eaux ou basses eaux, on a des variations de concentration observées au niveau des rivières. Je ne sais pas si vous voulez compléter. C'est une vaste question que vous avez posée là. Sur les différents facteurs qui vont pouvoir contrôler l'importance des différents compartiments. Je pense pas qu'on ait actuellement une vision extrêmement claire, quantifiée de chacun des paramètres qui permet de dire là c'est essentiellement la nappe d'altérite, là c'est plutôt le milieu fissuré, là c'est la partie vraiment profonde, etc. Comme l'a dit Patrick, il y a quand même une part de vue de l'esprit et de notre besoin de schématisation à l'intérieur de ces phénomènes et c'est pas nécessairement que des couches horizontales, hein. C'est clair qu'il y a aussi des accidents, par exemple, qui vont modifier complètement la géométrie d'un système et vont pouvoir complètement concentrer les flux. Donc c'est pas que des boîtes qui s'écoulent les unes dans les autres et du coup la quantification est pas toujours facile, d'autant plus que c'est variable au cours du temps. Donc je suis désolé, mais moi je me sens pas de taille à pouvoir donner une telle quantification, même si on peut avoir des indices dans différents endroits. Et par rapport à la réaction de dénitrification, la première chose, c'est que le fait d'aller mesurer des temps de résidence, ça nous a permis de montrer que la plupart des milieux profonds, au-delà de, disons, 30-40 mètres, pour faire simple, on avait souvent des temps de résidence mesurés, avec toutes les incertitudes dont je pourrais parler, qui étaient au-delà de 40-50 ans, donc qui étaient hantés intensification agricole. Donc ça veut dire qu'il n'y ait pas de nitrate dedans,
ça avait pas nécessairement, c'était pas en lien avec une réactivité biogéochimique. Ensuite, la réaction de dénitrification avec de la pyrite, alors effectivement, elle se produit. Il y a certains bassins versants où on a des évidences extrêmement claires. Elle peut se produire. Nous, les différentes mesures qu'on a pu faire montrent que il faut quand même des conditions relativement particulières. Il faut qu'il y ait un peu d'oxygène, mais qu'il n'y en ait pas trop. Et que sans doute il y a une passivation au bout d'un certain temps de la surface de la pyrite. Et donc c'est d'autant plus efficace quand, par exemple, on met un captage en fonctionnement. On va forcer l'eau à passer tout d'un coup par des chemins nouveaux, où là elle va rencontrer des surfaces de pyrite relativement fraîches, où en plus on va faire arriver des flottes qui viennent plutôt de la surface, donc avec un petit peu plus d'oxygène. Donc là on a sans doute des conditions extrêmement favorables, mais il n'y a pas nécessairement de la dénitrification autotrophe partout, dès qu'il y a de la pyrite. On a fait un certain nombre d'expériences en batch où on montre que quand on prend un granit avec de la pyrite, quand on rajoute de la pyrite, il se passe rien. Inversement, il y a un certain nombre de minéraux qui contiennent du fer, qui sont pas de la pyrite, qui eux arrivent à produire la dénitrification. Donc là encore, on complexifie encore les trucs parce que il y a à la fois de l'eau qui passe, il y a des solutés et il y a en plus un microfilm bactérien. Et donc, c'est pas Gilles qui va me dire le contraire. Hein. Dès qu'il y a des bactéries, c'est vraiment le bordel. Et voilà. Donc, il faut vraiment des conditions tout à fait particulières. Je voudrais pas